Plus que quelques heures, et nous prendrons le bateau du retour. En attendant, nous avons tous rendez-vous dans un bistrot de Portudi, chez le mythique Bedef, une institution groisillonne qui résonne comme un mal de tête. Tout marin digne de ce nom en sait quelque chose. En été, la bière coule à flot. Bedef est le point de convergence de centaines de navigateurs en mal d'ivresse. En hiver, en revanche, pas l'ombre d'un voileux. D'ailleurs, les champs marins se font attendre. À croire qu'il n'y a que les Parisiens qui les connaissent encore. Alors je rappelle le vrai dicton, hein, c'était qui voit ouessant voit son sang, qui voit Saint voit sa fin, parce que ce sont des mers très difficiles là-bas, des mers très caillouteuses avec beaucoup de courant. Et quand ils arrivaient sur Groix, où c'est quand même une maritimité un peu plus facile, un peu plus ensoleillée, on disait qui voit Groix voit sa joie. Celui qui porte un masque, très très rapidement, il est démasqué. Sa vraie nature est obligée de... Ses vraies relations sociales authentiques, elles sont obligées de sortir à un moment. Alors ça peut devenir l'enfer si on a, je dirais, une nature qui ne va pas avec l'insularité, ou ça peut être le paradis, parce qu'on a des rapports vrais avec les gens. C'est ça l'insularité, c'est cette capacité d'être vrai. Dans un instant, après avoir exterminé le dodo, l'homme s'en prend à la planète entière. Qui survivra ? France 5, avec Géo, vous présente les reporters. Ils sont 10, âgés de 18 à 27 ans, et ils ont accepté de s'engager dans une aventure inédite. Pendant 33 jours, ils vont sillonner l'Europe en train pour nous faire découvrir les initiatives les plus innovantes en matière d'écologie. Voici les reporters. Chaque semaine, les reporters seront nos envoyés spéciaux. Ils nous feront découvrir des hommes et des femmes qui œuvrent chaque jour pour que notre Terre se porte mieux. Leur objectif ? Dresser le panorama des meilleures initiatives européennes en matière d'écologie. Cette aventure, au cœur des enjeux d'aujourd'hui et de demain, nous concerne tous. Les reporters, présentés par Stéphane Basset. L'aventure continue aujourd'hui à 16h55 sur France 5. Une émission à voir et à revoir sur france5.fr. Pour homme, le parfum Lacoste. Chez nous, il y a souvent du monde qui passe. Alors je veux être sûre que ça sente toujours bon. Pas de souci avec Freshmatic d'Airwick. Il diffuse automatiquement un agréable parfum tout au long de la journée. Et pour les visites surprises, j'ai la touche express. Airwick Freshmatic, c'est bon d'être à la maison. Et découvrez Airwick Freshmatic Mini, le premier spray automatique concentré. Bon, c'est l'heure. Maurice va ouvrir. Chez les gosses. Il est pas là un peu fort là quand même. Dépêchez-vous, les Peugeot à saisir, c'est seulement jusqu'au 31 décembre. Retrouvez-les sur peugeotwebstore.com. Vous voulez assister aux spectacles et aux événements sportifs aux premières loges? Rencontrer vos animateurs préférés et gagner de nombreux cadeaux? Alors devenez membre du Club France Télévisions. Sur le site leclubfrancetélévision.fr. À France Télévisions, le premier partenaire, c'est vous. Bonjour, je me présente, je suis le Dodo. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet sur lequel je suis plutôt calé. L'extinction.
bon nombre d'entre vous risquent, comme moi, d'être rayés de la carte. Et oui, même vous. Mais ce n'est pas une fatalité. Il y a certaines choses que vous pouvez faire pour survivre. Il suffit pour cela de suivre mon manuel de survie en 10 étapes. Ah, la nature, quelle merveille! Elle était autrefois si abondante, si verdoyante. Les animaux, les plantes, les prédateurs et les proies y vivaient tous en harmonie. Enfin, jusqu'à l'arrivée des humains. Partout où ils passent, la nature trépasse. Ce qui n'a rien d'étonnant quand on voit leur comportement. La pire chose qui puisse arriver à une espèce, c'est de croiser le chemin des hommes. C'est la première règle de notre plan de survie. Tenez-vous à l'écart des humains. L'exemple classique de l'extinction provoquée par les hommes, c'est, vous vous en doutez, le mien. Tout s'est passé il y a 400 ans, ici, chez moi, sur l'île Maurice, dans l'océan Indien. Tout a bien changé depuis cette époque. Voici Julian Hume. Il est paléontologue, artiste et expert des dodos et de l'île que nous habitions. Voici l'île telle qu'elle a pu être avant l'arrivée de l'homme. Comme vous le voyez, tout était bien différent de ce qu'on imagine. Aujourd'hui, les plantations de canne à sucre ont envahi l'île. Toutes ces espèces d'arbres ont disparu et malheureusement, c'est aussi le cas de la plupart des animaux. Avant l'arrivée des hommes, l'île aurait été dominée par des créatures semblables à des tortues géantes. Il y en aurait eu des milliers. D'autres reptiles évoluaient sur l'île, comme les skinks, une espèce terrestre de grande taille. On trouvait aussi des serpents. Enfin, dans ce milieu très particulier, vivait un oiseau à part, le dodo. Vous avez entendu? Je suis un oiseau à part. Cette espèce aurait occupé une place toute particulière dans cet environnement original. En parcourant 1,5 km sur l'île, on aurait pu croiser entre 50 et 100 spécimens. Ah, c'était le bon temps. Mais en 1598, tout a changé. Les humains ont débarqué. Oui, ça me revient maintenant. Dès que l'homme a posé le pied sur l'île Maurice, le dodo était condamné. Ces hommes-là étaient désespérés. Le scorbut faisait rage. Nombre d'entre eux étaient malades. Tous étaient affamés.
Une fois sur l'île, seules deux questions les préoccupaient. Premièrement, comment les attraper? Deuxièmement, est-ce qu'on peut les manger? Nous avons la certitude que les hommes ont mangé des dodos. On dit qu'ils en chargeaient 20 à 50 à la fois à bord des bateaux. Ce n'était pas un gibier très recherché. Certains des marins qui avaient mangé l'animal détestaient son goût. Selon eux, sa viande était grasse et absolument immangeable. Plus on la faisait bouillir et plus elle durcissait. Sympathique. Apparemment, ce n'est pas en nous mangeant que les humains nous ont anéantis. Notre saveur, désagréable, n'a pas suffi à nous sauver des bouleversements bien plus graves que l'homme a provoqués sur notre île. Les hommes ont introduit sur l'île des animaux qui n'y avaient jamais vécu auparavant, notamment des chats, des cerfs, des chèvres, des cochons et les pires de tous, arrivés clandestinement à bord des navires, les rats. Ces bêtes sont redevenues sauvages, ont envahi les forêts, convoitant la même nourriture que les dodos, s'attaquant à leurs œufs et à leurs petits. Les humains, eux, ne s'aventuraient pas au-delà des côtes, où ils ne voyaient certainement aucun spécimen de dodo. La guerre entre les dodos et les autres animaux faisait rage dans les territoires inoccupés de l'île. Et voilà. 80 ans après l'arrivée des hommes et de leur chargement ravageur, nous avions disparu. Adieu les dodos. Les hommes ont fait d'autres victimes avant nous. À vrai dire, ils détruisent des espèces depuis qu'ils sont sur Terre, soit depuis leur apparition en Afrique. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il reste si peu de gros animaux terrestres ? Jusqu'à il y a 10 000 ans, de larges troupeaux de mammouths parcouraient l'Amérique du Nord. Puis, les hommes sont arrivés. Il y a 40 000 ans, l'Australie était habitée par des lézards géants et des wombats aussi gros que des chevaux. Ils se sont éteints peu après l'arrivée des hommes. En Nouvelle-Zélande, le moa, une espèce d'oiseau géant incapable de voler, a vécu en paix jusqu'à il y a un millénaire. Vous devinez la suite. Sur chaque continent, quelques siècles à peine après leur arrivée, des petits groupes de chasseurs ont provoqué l'extinction de tous les grands animaux, et ce, munis seulement de lances, d'arcs et de flèches. Aujourd'hui, le problème s'est aggravé et les grands animaux ne sont plus les seuls concernés. Toutes les espèces pâtissent de l'insidieuse influence de l'humanité. On estime que 50 à 150 espèces s'éteignent chaque jour. La situation est bien pire que tout ce que nous avons connu jusqu'ici. La dernière liste des espèces menacées montre que 25% des mammifères de la planète sont en danger. Un amphibien sur 3 va disparaître. Une espèce d'oiseau sur 8 va s'éteindre. Les animaux que nous avons l'habitude de voir courent un grave danger. Le fléau prend de l'ampleur. Bien que ce soit tentant, je ne vais pas faire porter toute la responsabilité à l'humanité, car la nature est impitoyable. La concurrence est rude,
et seuls les plus forts survivent. Ce qui nous amène à la deuxième règle, s'adapter ou mourir. Les muséums d'histoire naturelle nous rappellent que nous sommes vulnérables et que l'extinction nous guette. Regardez ce que nous sommes devenus. Nous possédons des fossiles vieux d'au moins 3 millions d'années. Leur analyse démontre que toutes les espèces sont vouées à l'extinction. C'est une étape naturelle et inévitable de l'évolution. Nous ne connaissons pas la proportion des espèces qui vivent sur Terre depuis la nuit des temps et n'ont pas disparu. Peut-être 1%, 1 pour 1000, pas plus. Toutes les autres ont péri. Plus de 99% de toutes les créatures qui ont existé ont aujourd'hui disparu. Pourtant, au moment de leur extinction, elles semblaient parfaitement adaptées à leur environnement. Même les espèces qui dominaient la planète et se croyaient immortelles ont fini par mourir. Prenons un exemple. Jusqu'à il y a 200 millions d'années, vivait un groupe d'animaux appelés les reptiles mammaliens. Ils dominaient de loin tous les animaux terrestres. Voici une de ces créatures qui était manifestement carnivore, comme en attestent ses dents très aiguisées et ses grosses canines. Voici à quoi aurait ressemblé sa proie de prédilection. C'est un dicynodonte, un animal herbivore qui vivait au sein de grands troupeaux et broutait comme les mammifères qui évoluent dans la savane africaine de nos jours. On imagine qu'il vivait dans des conditions similaires. On aurait pu croire qu'il ne disparaîtrait jamais. Mais il y a environ 200 millions d'années, un nouveau groupe est apparu, les dinosaures. Ils semblent s'être mieux adaptés à la vie sur Terre. Rapidement, les reptiles mammaliens se sont éteints et les dinosaures ont pris leur place. Ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que toutes les espèces, même les plus gâtées par la nature, finissent par s'éteindre. Tout cela n'est pas très réjouissant. Vous êtes tous condamnés. Pourtant, certains animaux semblent avoir fait mentir les statistiques en repoussant l'échéance fatale. Parmi ceux-ci, la limule s'en est très bien tirée. Quasiment identique à ce qu'elle était il y a 300 millions d'années, elle a survécu à la concurrence, aux changements climatiques, aux ères glaciaires et aux chutes de météorites. Certes, elle n'est pas très agréable à regarder, mais au moins, elle est toujours de ce monde. Si vous suivez son exemple, peut-être parviendrez-vous à résister, vous aussi. Selon vous, Dr Kemp, quel est le secret de son succès ? Si l'espèce se perpétue, c'est peut-être grâce à sa faculté d'adaptation et sa résistance face aux prédateurs. Quant à savoir comment elle a réussi à survivre au changement climatique pendant aussi longtemps, je dois avouer que c'est un mystère. Un mystère. On est bien avancé. Ah, les humains. Pour survivre, peut-être faut-il tout simplement imiter les limules et aller à la plage. Choisissez soigneusement celle sur laquelle vous irez. Certaines sont plus dangereuses que d'autres. La liste des extinctions survenues au cours de ces 400 dernières années révèle un schéma inquiétant. Le pigeon ramier de Madère, le rat géant de la Grande Canarie, la musaraigne de Porto Rico, le grimpeur d'Hawaï, la gallinule punae de Samoa, le tigre de Java,
la perruche des Seychelles, le cincle plongeur de Chypre. Une conclusion s'impose. La troisième règle de notre guide de survie est « Ne vivez pas sur une île ». À court terme, la vie sur une île peut paraître séduisante. Mais en matière d'évolution, cela revient à s'installer dans une maison de retraite fermée. En y restant trop longtemps, on devient incapable de se débrouiller dans le monde extérieur. Revenons à mon exemple. Mes ancêtres ressemblaient à ces pigeons de Nicobar. Il y a très longtemps, certains se sont retrouvés sur l'île Maurice. 1 million d'années plus tard, nous étions méconnaissables. Certains se moquaient de ma corpulence imposante et de mes ailes minuscules, mais en réalité, j'avais un physique parfaitement adapté à la vie sur l'île. Pourquoi le dodo a-t-il perdu la faculté de voler? Cette activité nécessite une grosse dépense d'énergie pour les oiseaux. Le pigeon ancestral a atterri sur une île volcanique, sans prédateurs, où toute la nourriture nécessaire était au sol. N'ayant plus besoin de voler, il s'est engraissé, a pris du poids et a évolué jusqu'à devenir ce gros pigeon incapable de voler. Le dodo s'est complètement adapté à son nouvel environnement. Vous comprenez maintenant ? Sur le moment, tout ça nous a semblé très judicieux. Mais, oui, il y a un mais. Le dodo s'était spécialisé. Quand des prédateurs extérieurs sont arrivés sur l'île, il n'a pas su faire face car il lui était impossible de revenir sur des millions d'années d'évolution en un laps de temps si court. Inutile de remuer le couteau dans la plaie. Tous les habitants des îles connaissent cette histoire. Plus de la moitié des espèces qui se sont éteintes depuis le début de notre ère vivaient sur des îles. Parmi elles, il y avait des milliers d'espèces d'oiseaux incapables de voler, comme moi. Pourtant, ceux qui savaient voler n'étaient pas non plus à l'abri. Autrefois, les oiseaux vivaient en nombre sur l'île de Guam. Jusqu'à l'arrivée, dans les années 40, du serpent brun arboricole. Les oiseaux ne savaient pas comment réagir face à ces serpents. Et plutôt que de s'envoler loin, ils sont restés plantés là. Ce n'était pas une bonne idée. Nous en arrivons à ma règle numéro 4. Éviter d'être une cible facile. Cette astuce aurait été bien utile aux pigeons migrateurs, qui ne vivaient pas sur une île, mais en Amérique. Cet animal était une cible très facile à atteindre. L'extinction du pigeon migrateur est la plus dramatique de l'histoire. Au début du 19e siècle, c'était certainement l'oiseau le plus répandu au monde. Il vivait au sein de groupes de millions de spécimens. Ils assombrissaient les cieux. Leurs battements d'ailes étaient si bruyants qu'ils pouvaient masquer les cris d'un homme. Ces gigantesques volets causaient d'énormes dégâts aux cultures et aux arbres. Ils étaient presque aussi destructeurs qu'une pluie de sauterelles. Quand les pigeons arrivaient quelque part, les habitants étaient désespérés. Ces animaux étaient très faciles à abattre. Il suffisait de se munir d'un fusil et de viser la volée. On était sûr d'en toucher un à chaque coup. N'importe quel oiseau un peu sensé aurait fui face à un tel carnage. Mais pas le pigeon migrateur. Pire, il était très facile de l'attirer.
On capturait un pigeon, on l'attachait à un poteau et ses cris attiraient ses congénères. Ces appâts ont berné des millions de pigeons qui n'avaient aucune chance d'échapper à leur funeste destin. La nature suicidaire du pigeon et la sauvagerie de l'homme ont formé une combinaison explosive. En moins de 50 ans, à la fin du 19e siècle, la population des pigeons migrateurs est passée de 6 milliards d'individus à un seul, soit 250 000 oiseaux en moins chaque jour. Quand le nombre de pigeons est passé sous un certain seuil, certes élevé, l'espèce était condamnée, même si beaucoup d'individus étaient encore en vie. La population a décliné à toute allure jusqu'à ce que les quelques spécimens vivants soient ceux en captivité. Le dernier avait été baptisé Martha en hommage à la femme de George Washington. Il s'est éteint en septembre 1914 au zoo de Cincinnati. Le pauvre pigeon migrateur, menacé d'extinction, n'a pu se reproduire suffisamment vite pour maintenir sa population. Que cela serve de leçon à tout le monde. Si vous êtes en voie de disparition, profitez-en tant que c'est encore possible et appliquez ma règle numéro 5. Reproduisez-vous. En 1859, 24 lapins ont été introduits en Australie. Un siècle plus tard, ils étaient 600 millions et ont envahi le continent en délogeant de nombreuses espèces locales. La colonisation par le nombre. En voilà qui ont tout compris. Ce fut un désastre pour l'Australie, mais un triomphe pour le lapin. Beaucoup d'animaux n'ont pas fait preuve d'autant d'intelligence. Il est vrai que les pandas n'ont pas une vie facile. Leur habitat a été fragmenté et leur population décimée. Malgré tout, ils ne font pas le moindre effort. Pas la peine de se nourrir correctement. Le panda géant est une bête très curieuse. Comme c'est un ours, on s'attend légitimement à ce qu'il soit carnivore. Mais celui-ci ne... Un panda adulte mange 15 à 50 kilos de bambou par jour, soit jusqu'à la moitié de son poids. Il n'utilise pas son temps de manière très productive. Pour les aider à résoudre ce problème, les hommes interviennent en ayant recours à leur technique de prédilection. Ils poussent les pandas à regarder leurs congénères en train de s'accoupler. Et glissent dans leur nourriture des stimulants sexuels. Et si ça ne marche toujours pas, ils procèdent à la fécondation in vitro. Ainsi, les pandas n'ont aucun effort à faire. Cette procédure est un succès. Dans les sanctuaires chinois, les maternités pour pandas ne désemplissent pas. Il est rassurant de constater que les hommes ne font pas que détruire. Il leur arrive aussi d'être bienveillants. D'ailleurs, si certains animaux sont encore de ce monde, c'est grâce aux efforts des humains. Nous en arrivons à notre conseil suivant. Si vous voulez survivre, faites en sorte qu'on vous y aide. L'une des méthodes les plus fiables pour échapper à l'extinction consiste à participer à un programme d'élevage en captivité. Partout dans le monde, des zoos, tels que celui de Londres, consacrent une grande partie de leur budget à la conservation des espèces les plus menacées. Si votre espèce n'est pas des plus glamour, pas d'inquiétude. Ici, tout le monde a sa chance. Dans cette pièce, on trouve davantage d'espèces en voie de disparition et de spécimens de ces espèces que partout ailleurs dans le monde.
Il s'agit d'escargots arboricoles de Polynésie française. Des escargots? Ces escargots appartiennent au genre de Partula. La population des escargots arboricoles du genre Partula a été décimée à la suite d'une série de catastrophes. Il y a 50 ans, les seuls escargots que l'on trouvait en Polynésie étaient des Partula. Puis l'escargot géant africain a été introduit par les hommes. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils pensaient les manger. Appétissant. Finalement, personne n'a consommé ces escargots et rapidement, ils ont envahi la Polynésie. Pour enrayer ce fléau, on a introduit sur les archipels une autre espèce d'escargot, le Glandina rosea, originaire de Floride. Ce fut la deuxième catastrophe. Cet escargot a des récepteurs chimiques semblables à de longues moustaches situées de chaque côté de sa tête. On le surnomme l'escargot Fu Manchu à cause de ses longues moustaches. Malheureusement, les escargots Fu Manchu refusaient eux aussi de manger les géants africains. Il semblait leur préférer les Partula. Ils se déplacent bien plus vite que les autres escargots, ce qui leur permet de dénicher leur proie très facilement. Ce sont d'excellents chasseurs. D'après nos estimations, ils pouvaient engloutir jusqu'à 8 Partula par jour. Je vous laisse imaginer l'étendue des dégâts. Très rapidement, des espèces ont commencé à disparaître. Par chance, les hommes s'inquiétèrent du sort des pauvres Partula. Tandis que les escargots carnivores envahissaient l'île, une opération de sauvetage fut mise en place. Il nous est arrivé d'atteindre l'extrémité d'une vallée volcanique et de nous apercevoir que le prédateur était sur le point d'infester les lisières de l'île, les dernières zones où les Partula subsistaient. Nous sommes parvenus à recueillir les tout derniers individus. Sauvés de leur île, les escargots ont été placés dans ces vivariums où ils sont nourris et élevés depuis 15 ans. Apparemment, ce n'est pas pour leur déplaire. Certaines espèces ne comptaient plus qu'une poignée d'individus. Aujourd'hui, il y en a suffisamment pour remplir un seau, mais surtout pour garantir leur survie. Cependant, toutes les espèces n'ont pu être sauvées. C'est le cas du Partula turgida. Le 1er janvier 1996, au matin, nous avons retrouvé le turguida mort. C'est moi qui l'ai trouvé. Malgré tous nos efforts, il s'est éteint. Nous n'avons pas réussi à les élever. C'est malheureux, mais au moins nous avons fait notre maximum. Nous lui avons donné une chance. Ces escargots ont eu une chance, mais ce ne sera pas le cas de tout le monde. Je pense notamment aux plus imposants d'entre vous. Les zoos du monde ne sont pas assez grands pour accueillir toutes les espèces en danger. Certains auraient tout intérêt à miser sur la glace. Voici ce que les hommes appellent l'arche congelée. Certes, cette demeure ne paraît pas très confortable, mais si l'on y dépose quelques-unes de vos cellules congelées, vous voilà protégé sans limite contre l'extinction. Vous ne mènerez peut-être pas une vie trépidante dans ce congélateur, mais si votre ADN est conservé, la technique du clonage permettra peut-être de vous ressusciter un jour. La procédure est déjà en route. Le bœuf que vous voyez ici n'a rien d'ordinaire. Il s'agit d'un banteng de Java, qui a été cloné à partir d'un animal mort au zoo de San Diego en 1980. Si l'on dispose de la technologie pour cloner un animal mort il y a 20 ans,
peut-on faire la même chose pour d'autres spécimens ayant péri il y a 50 ou 100 ans? Serait-il possible de cloner des espèces disparues, comme par exemple un oiseau de l'île Maurice qui s'est éteint il y a 400 ans? L'extinction pourrait-elle être réversible? Non, on ne clonera pas le dodo. Comment ça? C'est impossible à réaliser. Pourquoi? Vous disposez d'ossements de dodo parfaitement préservés. Vous devez pouvoir en extraire l'ADN. Jurassic Park, ça vous dit quelque chose? L'ADN des os se conserve mieux au frais et au sec. Plus l'environnement dans lequel les os sont entreposés est chaud, plus il est difficile d'en extraire l'ADN. Il n'est alors possible d'en obtenir que de minuscules fragments. Dans le cas du dodo, nous n'avons réussi à obtenir qu'une centaine de bases à chaque essai. Notre génome contient plus de 3 milliards de bases. Pour cloner le dodo, il faudrait extraire la totalité du génome à partir de ces 100 fragments de paires de bases, comprendre comment ils s'assemblent, réussir à les réunir et à les placer dans le noyau, et enfin, trouver un animal hôte qui pourrait accueillir cet oiseau disparu. Certes, ça ne semble pas si simple, mais je pense que ça vaut la peine d'essayer. Quel serait l'intérêt? Où va-t-il vivre? Pourquoi ressusciter un animal dont l'habitat a été détruit et qui ne pourra côtoyer aucun de ses congénères? Il finira dans un zoo, scruté par les passants. Est-ce bien raisonnable? Ne devrait-on pas consacrer cet argent à la préservation des espèces qui sont encore en vie? D'accord, je le reconnais, ça risque de prendre un moment. En attendant, vous les humains pourriez effectivement tenter de protéger les espèces qui sont toujours de ce monde. Mais j'ai l'impression que vous cherchez plutôt à les utiliser pour en faire des souvenirs. Moins la population d'un animal est nombreuse, plus il a de valeur. Bien qu'illégal, ce commerce est florissant. Dans le classement des commerces illégaux, le trafic des animaux sauvages occupe la 3e place, derrière ceux des drogues et des armes. On estime que le commerce d'animaux sauvages pèse entre 5 et 110 milliards de dollars par an. C'est un trafic de grande envergure. Donc, ma règle numéro 7, si vous ne voulez pas finir transformé en affreux bibelot, ne soyez pas trop attrayant. Ce châle est en laine d'antilope du Tibet. Pour le fabriquer, on tue l'antilope, puis on détache les poils de sa peau. Ce châle se vend entre 2200 et 3000 euros. 20 000 antilopes du Tibet sont chassées chaque année. On estime qu'il en reste environ 80 000. Voici un poignard dont le manche est fabriqué à partir d'une corne de rhinocéros. Voilà pourquoi le rhinocéros est en voie d'extinction. L'ivoire. On le reconnaît à son aspect lisse, ainsi qu'à sa teinte jaunâtre par endroits. Cet objet est en ivoire véritable. Comparons sa forme à celle d'une défense. Comme vous le voyez, les courbes sont les mêmes. Des centaines d'espèces sont touchées par le trafic d'animaux sauvages. Mais l'une d'elles souffre plus que les autres. La demande pour les produits dérivés du tigre est telle que l'espèce est menacée. Un problème aggravé par l'utilisation d'Internet. L'Internet est facile, bon marché et anonyme, ce qui est très intéressant pour les gens qui cherchent à faire du commerce, surtout avec des produits illégaux. La technologie moderne qu'est Internet permet de faire tourner un commerce vieux comme le monde, celui de la médecine traditionnelle chinoise, dont l'ingrédient principal est souvent l'os de tigre. Ici, on vend du fortifiant à base de ougou, qui signifie os de tigre en pinyin. Le vendeur propose 4 paquets pour $126. D'un clic, on l'ajoute au panier. En faisant ça, on commet un délit puisqu'on achète un animal en voie de disparition.
La demande pour les produits dérivés de l'os de tigre est quasiment insatiable. À Taïwan, les autorités ont saisi en une seule fois une quantité d'ossements correspondant à 5% de la population mondiale des tigres de Sumatra. Si le trafic de tigres se poursuit à cette allure, l'espèce pourrait s'éteindre dans 15 à 20 ans, soit d'ici la prochaine génération. Ces chiffres sont un brusque rappel à la réalité. Il est indispensable d'agir maintenant. Comme nous l'avons vu, les espèces peuvent s'éteindre de différentes manières. Parfois, il est possible d'agir, mais il arrive aussi que l'on se trouve au mauvais endroit, au mauvais moment. Si vous ne voulez pas que cela vous arrive, règle numéro 8, il faut compter sur votre chance. Les malheureux dinosaures ont été exterminés par une météorite qui a percuté la Terre il y a 65 millions d'années. L'hiver nucléaire qui a suivi a détruit la moitié des espèces de la planète. Elles n'avaient aucune chance de s'en sortir. Cette catastrophe n'était pas la première extinction de masse à frapper la planète, ni la plus grave. D'après les analyses effectuées sur les fossiles, les paléontologues ont identifié 5 événements du même ordre. L'extinction la plus dévastatrice s'est produite à la fin de la période du Permien, il y a 250 millions d'années. Voici la zone morte. Elle représente ce qu'était la planète après la destruction de masse. On n'a jamais trouvé aucune trace de vie dans cette zone. Il n'y a aucune plante, aucune trace d'activité dans le sol et surtout aucun animal. Tout est complètement mort ici. C'est la catastrophe la plus dévastatrice et la plus globale de toute l'histoire de la planète. D'un environnement riche, la planète s'est transformée en désert biologique. Avant, c'était une forêt tropicale. Après, une poignée d'espèces luttaient pour leur survie. 95% des espèces ont été rayées de la carte. La cause probable de cette destruction n'est pas venue de l'espace, mais de la planète elle-même. Aujourd'hui, la Sibérie est un désert de glace. Il y a 250 millions d'années, la région entière était en feu. D'énormes éruptions se sont enchaînées. Puis, il y a peut-être eu une accalmie avant que les éruptions ne reprennent de plus belle et ainsi de suite. Ce phénomène s'est poursuivi sur des centaines de milliers d'années pendant lesquelles la Terre a craché de la lave sans discontinuer. En 1 million d'années, des millions de kilomètres cubes de lave se sont déversés. Cela a été causé par un volcan gigantesque, des milliers, des dizaines de milliers de fois plus grand que ce que l'homme a pu connaître. La première conséquence de ces éruptions a été un refroidissement radical de la planète. La première phase est l'hiver volcanique. Les cendres et le soufre refroidissent l'atmosphère, et ce après chaque éruption, pendant des années, voire des dizaines d'années. Les volcans ont rejeté une autre substance, appelée dioxyde de carbone, qui a eu un effet ravageur, le réchauffement climatique.
Le dioxyde de carbone a engendré un effet de serre. De température glaciale, on est passé à une chaleur terrible. Le choc était double. Le grand froid s'installait un moment avant d'être remplacé par une canicule qui durait plus longtemps. Ces variations violentes, enchaînées sur des milliers d'années, ont complètement transformé la Terre et le climat et provoqué l'extinction de masse. Cette histoire de réchauffement climatique est donc à prendre très au sérieux. Plus effrayant encore, les scientifiques affirment que la Terre est en train de vivre sa 6e extinction de masse et qu'elle se déroule bien plus vite que toutes celles qui ont précédé. La rapidité des extinctions a atteint un point critique. Les espèces disparaissent 100 à 1000 fois plus vite qu'avant l'apparition de l'homme sur Terre. Il apparaît clairement que nous pourrions perdre un quart des espèces présentes sur Terre au cours des prochaines décennies. Si rien n'est fait, 50% des espèces pourraient être amenées à s'éteindre d'ici la fin de ce siècle. La situation est vraiment critique. Cette situation n'est pas due à une météorite, une éruption volcanique ou une quelconque catastrophe naturelle. Elle n'a qu'une seule et même cause. L'Homo sapiens. Mesdames et messieurs les humains, cette dernière section s'adresse à vous. À mesure que vous abattez les forêts, polluez les rivières, introduisez des espèces dans des habitats nouveaux et rejetez des saletés dans l'atmosphère, vous étouffez le reste de la planète. Le mieux serait peut-être que votre espèce s'éteigne. La bonne nouvelle, pour nous du moins, c'est que cela pourrait arriver très prochainement. Vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous-même. Peut-être imaginez-vous que votre intelligence vous sauvera, mais en réalité, elle vous mènera à votre perte. Donc, leçon numéro 9. Ne soyez pas trop intelligent. L'espèce humaine est déficiente. Pour nous, la fin est proche. Nous sommes imparfaits. Notre intelligence est incompatible avec la nature. Notre mode de vie est néfaste. Nous enfreignons toutes les règles. Notre vie est si artificielle que notre planète n'a pas les ressources nécessaires pour la supporter. Le scénario sera le même que pour toutes les autres espèces imparfaites. La nature va faire en sorte qu'elle s'éteigne. Vous poussez la planète dans ses derniers retranchements. Et bientôt, vous allez vous détruire, tout comme vous m'avez détruit. Vous ne me croyez pas? Vous vous imaginez sûrement que vous êtes immortel. À votre place, je n'en serais pas aussi sûr. Vous êtes 2 fois plus nombreux qu'il y a 50 ans. Vous consommez plus? Vous réchauffez la planète? Bientôt, les régions équatoriales se désertifieront. À mesure que le niveau des mers montera, vous aurez de moins en moins de place où vivre. Que mangerez-vous? Où ferez-vous pousser vos cultures? Les famines
provoqueront des guerres et des épidémies, comme la peste. Les gens s'entasseront sur des espaces toujours plus réduits, facilitant la circulation des maladies. Vous aurez besoin de médicaments, mais comment en trouver? La plupart sont créés à partir de plantes tropicales. Quand elles auront été englouties par le désert, comment fabriquerez-vous des remèdes? Vous courez au désastre. Pour la planète, l'extinction des hommes serait une bénédiction. Plus vite cela se produira, mieux ce sera. Il est évident que toutes les espèces seront ravies de nous voir disparaître. Et oui, personne ne veut de vous. Essayez de mettre les choses en perspective. Tout ira tellement mieux sans vous. Donc, leçon numéro 10. Ne vous inquiétez pas, la vie continue. La vie a d'extraordinaires capacités de récupération. Une fois que vous aurez disparu, elle reprendra son cours à une vitesse phénoménale. En quelques années, les poissons repeupleront les mers. Les forêts repousseront, vos villes tomberont en poussière et l'on pourra de nouveau entendre les oiseaux chanter. Très vite, la planète vous aura oublié et la nature reprendra ses droits. Il y a quelques années, j'ai participé à un projet au cours duquel un nouveau continent a été découvert.